Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. L'année 2025 marque le dernier tour de la mise en œuvre du 14e plan quinquennal, une étape déterminante pour la Chine dans sa quête d'accélération de la transformation et de la modernisation de son économie, ainsi que dans la promotion d'un développement de haute qualité. Dans un contexte économique national et international à la fois complexe et en constante évolution, l'économie chinoise est confrontée aussi bien à de nombreux défis qu'à de nouvelles opportunités prometteuses. Quelles seront les nouvelles tendances de l'économie chinoise en 2025 ? De quelle manière l'économie verte et l'innovation technologique contribueront-elles à façonner un développement de haute qualité pour l'économie chinoise ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par visioconférence deux invités. Monsieur Zhai Yongping, conseiller principal en stratégie de neutralité carbone pour Tencent. Bonjour. Bonjour. Et M. Randolph Géraud Kichedou, président de l'Association de la diaspora ivoirienne en Chine. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à tous les deux. La Chine a fixé son objectif de croissance du PIB pour l'année 2025 à environ 5%. Ce même objectif est maintenu depuis 3 ans consécutifs. Monsieur Zhai, comment analysez-vous ces objectifs ? Oui, je pense que cet objectif de 5% est à la fois réaliste et ambitieux. On voit bien qu'il y a des turbulences économiques dans le monde et le ralentissement des secteurs traditionnels comme immobilier chez nous dans le pays. Mais la Chine maintient quand même cet objectif de croissance pour la 3e année consécutive. Rappelons que pendant les 2 années précédentes, 2023 et 2024, la Chine a bien atteint ses objectifs de croissance. Je pense qu'il y a 3 éléments clés pour que nous restions confiants pour que cet objectif de croissance soit réalisé. Premièrement, il y a la consommation upgrade des ménages, c'est-à-dire on achète plus, on achète mieux. Par exemple, il y a eu plus de 12 millions de voitures électriques vendues en 2024 en Chine. Et on attend 16 millions de ventes cette année en 2025. Deuxièmement, il y a la percée technologique. Par exemple, la Chine est le premier producteur des panneaux solaires, batteries et les véhicules électriques dans le monde. Et les exportations de ces 3 produits ont augmenté de 20% en 2024. Et troisièmement, il y a une politique fiscale proactive de l'État. En 2025, il y aura l'émission de 1300 milliards de yuan de bons de trésor ultra longs pour financer des projets comme les lignes de chemin de fer à grande vitesse, les métros urbains, les autoroutes et les aéroports. Tous ces facteurs sont essentiels pour atteindre l'objectif de croissance. Déjà, les indications des 2 premiers mois cette année, on voit bien qu'il y a déjà, on est sur la bonne voie. Dans un contexte d'incertitude économique mondiale croissante, quel est l'impact du développement économique chinois sur les marchés mondiaux ? Oui, le fait que la Chine maintient un taux de croissance de 5% est une contribution significative pour l'économie mondiale, comme on est la 2e puissance économique dans le monde. D'après les chiffres du Fonds monétaire international, en 2024, la croissance mondiale était de 3,2%. Donc, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale est d'environ 30%. De ce point de vue, la Chine continue d'être un moteur important de l'économie mondiale. Concrètement, la croissance chinoise signifie la demande en matières premières, technologie et biens de consommation. Cette dynamique profite aux pays exportateurs, notamment ceux qui fournissent des ressources industrielles ou agricoles. En même temps, la Chine accentue ses efforts en matière d'innovation et est devenue un des leaders dans le secteur high-tech. Vous avez certainement entendu parler de DeepSeek, un modèle d'intelligence artificielle très avancé développé en Chine. Le plus intéressant, c'est un modèle qui coûte
nettement moins cher. Ces applications le coût de ces applications ont été réduit de plus de 70%, ce qui permet aux pays de développement de bénéficier de l'intelligence artificielle. Et Monsieur Quichetou, pour vous, quels sont les potentiels et les défis liés à la croissance économique chinoise? Merci de nous avoir invités à prendre part à cet échange de haut niveau. Pour moi, la Chine reste une locomotive de l'économie mondiale, malgré les défis conjoncturels auxquels elle fait face. Le modèle de développement chinois repose essentiellement sur l'innovation. Monsieur Diaye a rappelé également l'intelligence artificielle. Il a parlé de DeepSeek qui a fait une entrée fulgurante dans le domaine de l'intelligence artificielle. On constate également une montée en gamme de l'industrialisation et une transition de plus en plus importante vers l'économie verte. Et bien entendu, cela devrait être axé sur une consommation intérieure qui doit être de plus en plus forte. Et je pense que l'un des défis pour la Chine aujourd'hui, c'est de renforcer sa consommation intérieure. Et en ce qui concerne ce qui nous touche particulièrement au regard de ce que nous observons, c'est de savoir que la Chine arrive à s'adapter dans une économie de plus en plus en mutation je veux dire, avec les droits de douane qui sont de plus en plus élevés, et on l'a constaté ces derniers mois. Le gouvernement américain a taxé plusieurs pays, dont la Chine. Donc je pense que dans ce contexte de mondialisation où les frais de douane sont de plus en plus élevés, il est important que le commerce extérieur de la Chine soit un défi pour la Chine dans un premier temps, et pour le monde globalement, et pour l'Afrique en particulier. Et pour vous, quels aspects du développement économique chinois retiennent particulièrement votre attention? Oui, ce qui m'interpelle particulièrement, ce qui retient mon attention dans le cadre de cette mutation économique, c'est le rôle de la Chine dans tout ce qui est chaîne de valeur globale. Et les défis majeurs résident dans l'équilibre entre la croissance et la durabilité. On parle aujourd'hui d'économie verte dans laquelle la Chine s'est inscrite de plus en plus. Aujourd'hui, la Chine, déjà lors des 2 sessions parlementaires qui ont eu lieu, la Chine aujourd'hui ajuste son modèle politique, économique face aux tensions géopolitiques, également aux transformations technologiques. Et ces 2 éléments restent également des points très importants dans la trajectoire ascendante que la Chine prend aujourd'hui dans le monde. La Chine est une puissance. Elle est le plus grand pays en voie de développement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les aspects de la transformation numérique, les aspects des hautes technologies, les aspects industriels, également la force de la Chine sur son commerce extérieur. Je pense qu'en se basant sur ces 3 points, je pense que la Chine maintiendra un taux de croissance pour 2025, je le pense, supérieur au taux de 5% que nous avons connu l'année dernière. Donc voici ces 3 éléments qui m'interpellent en ce qui concerne aujourd'hui le positionnement de la Chine dans le monde. Et pour vous, quel est l'impact de la politique économique chinoise sur les pays africains? Aujourd'hui, l'Afrique bénéficie directement de la politique économique chinoise à travers des investissements importants dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la technologie. Et nous constatons plusieurs initiatives qui sont maintenues par la Chine, notamment l'initiative La Ceinture et la Route,
qui ouvre de nouvelles perspectives pour la collaboration entre la Chine et l'Afrique. Cependant, l'Afrique doit veiller, et je le pense sincèrement, doit veiller à maximiser la valeur ajoutée locale des projets chinois envers ces populations. Et en septembre 2024, il y a eu le FOCAC, le forum d'Afrique. Et au cours de ce forum, la Chine a réitéré son engagement envers l'Afrique et sa politique africaine 2035, qui s'inscrit également dans l'agenda de l'Union africaine 2063. Et je pense que la politique de la Chine se maintient et il revient aux pays africains de saisir la main tendue de la Chine et de s'inspirer du modèle de modernisation à la chinoise. Et ces dernières années, la Chine a fortement développé son économie verte. Monsieur Chai, quelles avancées la Chine a-t-elle réalisées dans le domaine de l'énergie renouvelable? Oui, en fait, la Chine a fait du progrès considérable dans la transition vers les énergies renouvelables. La Chine est le premier producteur des énergies renouvelables avec 1900 gigawatts de capacité installée fin 2024, soit 56% de la capacité électrique totale du pays. C'est-à-dire que la part des énergies renouvelables aujourd'hui est déjà plus importante que le charbon. La Chine fournit 60% des équipements éoliens et 70% des modules photovoltaïques dans le monde. C'est grâce aux entreprises chinoises, le coût du salaire a été divisé par 10 durant 10 ans et on constate la même tendance de baisse du coût pour les éoliennes, la batterie et les véhicules électriques. Dans l'avenir, le potentiel de développement est encore plus important dans plusieurs domaines, plusieurs technologies. Par exemple, la recherche est en cours. On fait partie de ces recherches pour développer le stockage de l'énergie à long terme, pour gérer la variation des énergies renouvelables. Il y a aussi les technologies de l'hydrogène, le captage et le stockage des carbone. Pour accélérer et réaliser à fond ces potentiels, il faut aussi développer des marchés carbone et la finance verte en Chine. À partir de cette année, en 2025, le marché national du carbone chinois va intégrer des industries lourdes comme le ciment, l'aluminium et la pétrochimie. Pour la Chine, le marché carbone et la finance verte sont des leviers stratégiques pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2060. L'Afrique dispose également d'abondantes ressources en énergie renouvelable. Monsieur Kichetou, d'après vous, quels sont les potentiels de coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de l'économie verte? Aujourd'hui, il existe un gap important en Afrique en raison du taux de couverture électrique et où il y a une dépendance sur les énergies vertes. Et la Chine est un pays qui est très avancé. Aujourd'hui, premier producteur, M. Jay l'a rappelé, premier producteur mondial sur les panneaux solaires, sur les batteries, sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, l'Afrique a un besoin important, d'accord, en termes énergétiques, malgré que nous disposons de ressources naturelles importantes. Quand nous regardons le bassin du Congo, la République démocratique du Congo en elle seule peut fournir pratiquement toute l'Afrique en énergie, mais ce potentiel énergétique de l'Afrique reste inexploité. Et donc, un partenaire stratégique comme la Chine, qui détient aujourd'hui des hautes technologies, peut permettre à l'Afrique également de résorber ce déficit. Aujourd'hui, l'Afrique reste ouverte. L'Afrique aujourd'hui reste un partenaire très important pour la Chine.
La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. La Chine investit dans beaucoup d'infrastructures, dans les routes, dans les chemins de fer, dans plein d'autres domaines. Aujourd'hui, l'important que la Chine s'intéresse de plus en plus à l'économie verte, au regard des ressources que dispose l'Afrique. Et nous souhaitons que lors du FOCAC, où le président Xi Jinping a promis 50 milliards de dollars pour accompagner les pays africains, et je souhaite vraiment qu'une grande partie de ces financements-là soit orientée vers l'économie verte. Ce qui pourrait également, je veux dire, en termes de durabilité, renforcer les économies africaines. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'électricité en Afrique est relativement bas et l'électricité coûte cher. Et la venue des véhicules électriques de plus en plus en Afrique est une bonne nouvelle. Nous avons déjà des entreprises automobiles chinoises qui se présentent en Afrique comme BYD, comme également Ion. Et je pense que cela viendra réduire déjà le coût du transport en faisant sortir les pays africains, on va dire, des énergies fossiles. Les énergies fossiles également permettent aux pays africains de regarder également vers les énergies renouvelables telles que la biomasse. Aujourd'hui, les pays africains, on va dire en termes des déchets de ménage, les déchets de ménage sont de plus en plus importants. D'accord? Et sur cet aspect-là, il y a beaucoup de choses restent à faire. Et je pense que l'Afrique peut s'appuyer sur la technologie de la Chine afin de transformer tous ces déchets qu'on a en Afrique en énergie renouvelable. Il faut pas manquer également de parler d'éoliennes. Je pense que nous avons, quand vous êtes au niveau du Mali, par exemple, ou dans le nord de l'Afrique, nous avons du vent, nous avons du soleil. Et il est important que la Chine, avec les pays africains, développe de plus en plus de projets dans le domaine des énergies renouvelables, éoliennes, et également dans le solaire. Et je disais tantôt également de regarder du côté des biomasses, du côté du biomasse, au regard de nombreux déchets que nous produisons en Afrique et qui ne sont pas vraiment utilisés à bon escient. Quand je regarde par exemple du côté agricole, la Côte d'Ivoire, parlant de la Côte d'Ivoire, est un grand producteur d'huile de palme, ainsi que le Nigeria, etc. Mais vous savez, les déchets de l'huile de palme, par exemple les coques de palme, aujourd'hui sont rejetés dans la nature. Alors qu'avec la technologie chinoise, les coques de Pâques, par exemple, avec le système de biomasse, peuvent être transformées en énergie. La conclusion, c'est la mobilisation de sources de financement à destination de l'Afrique, des financements verts pour doper la croissance africaine à partir de l'économie verte. Et la Chine peut accompagner ce financement en mettant à disposition des entreprises de haute technologie chinoises dans le domaine afin de réaliser des infrastructures dans le domaine de l'économie verte. La Chine s'engage résolument à promouvoir l'innovation scientifique et technologique. Monsieur Chai, d'après vous, comment cette dynamique d'innovation technologique pourrait impulser la transformation du secteur énergétique? Oui, je pense que la Chine accélère la transformation de son secteur énergétique avec l'innovation technologique. La priorité accordée aux nouvelles forces productives et de qualité signifie pour nous l'application des technologies numériques et notamment l'intelligence artificielle dans le secteur énergétique. C'est utile pour optimiser le système énergétique. Il est donc possible aujourd'hui d'ajuster en temps réel la production renouvelable des énergies aux variations de demande, comme par exemple grâce aux outils numériques, on peut créer des centrales électriques
virtuelle pour maximiser les productions des millions de systèmes solaires chez les ménages et en même temps réduire la demande d'énergie chez les consommateurs. En plus, je dois mentionner aussi le progrès dans le domaine de la fusion nucléaire en Chine. La fusion nucléaire est une énergie propre, quasi illimitée. En janvier cette année, les scientifiques chinois ont réussi de faire fonctionner un réacteur pilote du solaire artificiel avec un record mondial. La Chine construit en ce moment actuellement un projet de démonstration de fusion nucléaire prévu pour 2035, qui vise une production électrique commerciale d'ici 2050. Aussi, j'ajoute que la Chine coopère activement avec d'autres pays pour le projet international de la fusion nucléaire. Et M. Kishetu, avez-vous déjà collaboré avec des entreprises technologiques chinoises? Oui, bien sûr. Comme vous le savez, je suis diplômé de l'université de Shandong, dans la ville de Jinan, et j'ai eu à visiter une très grande entreprise technologique, qui est l'entreprise INSPU, qui est leader mondial dans le domaine de la technologie, et j'ai eu à visiter le siège de cette grande entreprise chinoise qui est dans la ville de Jinan. Et j'ai pu constater notamment de grandes évolutions dans le domaine de l'IoT sur le secteur agricole, avec des drones, avec la capacité à identifier des maladies, par exemple, de agricole, la capacité de faire des prévisions sur le sol, la capacité de faire des prévisions sur le domaine météorologique, également sur l'intelligence artificielle, également dans le domaine du transport. Donc j'ai été vraiment très, très émerveillé de constater le niveau de technologie très avancé du groupe INSPU. Et j'ai même dit au directeur avec qui j'étais qu'il faudrait que INSPU puisse accompagner le gouvernement africain sur le domaine de la digitalisation de leur économie, sur le domaine de la digitalisation globale. Il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains disposent d'un ministère de la digitalisation et du numérique. La plupart des pays africains. Pour dire que le domaine de la technologie, le domaine du numérique, le domaine de la digitalisation est une préoccupation majeure pour les pays africains. Et la coopération Chine-Afrique dans ce domaine doit s'intensifier avec de grands groupes comme INSPU, avec de grands groupes comme Huawei qui intervient dans plusieurs pays africains dans le domaine de la fibre optique, dans le domaine également de la connexion Internet. Mais je pense que beaucoup reste à faire, et je souhaite que les entreprises de cette taille-là viennent en Afrique. L'Afrique dispose d'un environnement de plus en plus adéquat pour leur permettre de déployer leurs solutions technologiques dans pratiquement tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'éducation. Aujourd'hui, il y a des possibilités de pouvoir faire des cours en ligne. Et pendant la Covid, on a constaté que personne ne pouvait se déplacer, mais la technologie chinoise a permis, par exemple, de pouvoir permettre aux étudiants, en étant chez eux, aux travailleurs, en étant chez eux, de pouvoir continuer leurs activités. Et pendant la Covid, la Chine a accompagné d'une manière remarquable les pays africains dans le déploiement de solutions technologiques et digitales. Le Forum annuel de Boa pour l'Asie 2025 a pour thème l'Asie dans un monde en mutation vers un avenir commun. Monsieur Chai, d'après vous, quels sont les défis communs auxquels les pays asiatiques sont confrontés dans leur transition verte? Oui, parlons du défi commun. Je pense aux les pays asiatiques font face même défi vers une
dépendance aux énergies fossiles, qui représente environ 75% de la consommation énergétique régionale. Cette dépendance aux énergies fossiles freine la transition vers des sources d'énergie renouvelables en Asie. Aussi, l'Asie, comme l'Afrique, est une des régions les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, comme les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Pour relever ces défis, les pays asiatiques doivent mettre en place des politiques cohérentes pour les énergies renouvelables. Je pense que le forum de Boao peut jouer un rôle important dans ce sens pour la coordination des politiques entre les pays. En plus, les pays asiatiques peuvent créer des plateformes régionales pour partager des technologies vertes et les pays avancés peuvent aider, soutenir les pays en voie de développement avec des partenariats publics-privés, des financements verts et des transferts des technologies adaptées. Je pense que l'Asie peut devenir un des leaders dans la transition énergétique et les investissements dans les technologies vertes peuvent stimuler la croissance économique et aider les pays asiatiques et aussi africains à mieux s'adapter aux impacts du changement climatique. Le rapport d'activité du gouvernement chinois de cette année indique que quels que soient les changements dans l'environnement extérieur, la Chine maintiendra une ouverture inébranlable sur l'extérieur. Monsieur Zhai, d'après vous, comment la stratégie de haut niveau d'ouverture sur l'extérieur de la Chine influencera l'environnement et les opportunités d'investissement des entreprises étrangères en Chine? Oui, la Chine cherche toujours à créer et améliorer un cadre attractif et stable pour les investisseurs étrangers. La Chine continue de simplifier les formalités pour les investisseurs et harmonise ses normes avec les pratiques internationales pour faciliter l'accès des produits étrangers au marché chinois. En même temps, la Chine ouvre davantage ses secteurs clés comme les services financiers, la santé et l'éducation et les technologies vertes pour les investissements étrangers. Par exemple, les banques étrangères peuvent désormais détenir jusqu'à 100% des filiales locales. Et les entreprises étrangères sont encouragées à investir dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables. Il y a aussi des zones économiques spéciales qui continuent d'être des zones pilotes pour expérimenter des politiques d'ouverture avancées, comme la libre circulation des capitaux, des personnes, pour attirer des investissements étrangers dans des industries innovantes. Pour conclure, je pense que la Chine reste un maillon clé des chaînes de production mondiale à travers du Forum de Boao et d'autres mécanismes de la coopération internationale. Les entreprises étrangères sont bienvenues en Chine pour saisir les opportunités d'un marché en pleine expansion, mais aussi contribuer à la transformation économique et écologique de la Chine. Je vous remercie, M. Zhai et M. Keshedou, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.